Merci Sylvain de m'avoir invité, c'est un plaisir. Donc la question posée, si j'ai bien compris, c'est la dette, avec l'exemple de la dette publique grecque en particulier, mais comme manière de se poser la question de ce que peuvent faire les États. Voilà. Qu'est-ce qui est de l'ordre du possible pour les États? Quelles politiques économiques pourraient être menées qui auraient peut-être évité d'aboutir à ce qu'on appellera provisoirement le problème, ou qui permettraient de le résoudre de différentes façons. Bon. Donc, en fait, dans le titre proposé, politique et économie, bien sûr, les deux termes sont polysémiques. Pour ce qui est de politique, en fait, et là je suis Sylvain Lazarus sur ce point, il y a plusieurs politiques. Enfin, il y a d'abord la politique des États, et en particulier la politique économique des États. Et puis il y a un deuxième terme qui lui était hétérogène aux États, justement, la politique comme invention qui exprime à un moment donné une pensée populaire et qui entretient avec les États un rapport dont on discutera si vous voulez, mais qui vise à prescrire aux États ce qu'ils devraient faire. Voilà, donc moi je vais faire de l'économie. En tout cas pour commencer, donc je vais m'intéresser à la sphère de l'État. Et la politique, ce sera la politique économique. Bon, alors, sur la dette, je vais d'abord faire un peu deux points de méthode pour écarter quelques illusions dans l'analyse de la question. Voilà. D'abord, dans l'économie, tout est dette. Il n'y a que de la dette. L'économie, c'est une pyramide de dette. Voilà. La monnaie, pour commencer, la monnaie est une dette. Quand vous avez de la monnaie, vous avez juste quelque chose qui vous donne le droit d'acquérir des marchandises déjà produites. Donc c'est une dette payable en marchandises, la monnaie. Vous n'êtes jamais vraiment sûr qu'elle sera remboursée, la dette. C'est-à-dire que en période d'hyperinflation, par exemple, quand tout d'un coup les gens n'ont plus confiance dans la monnaie, vous avez de la monnaie, mais ils ne veulent pas l'accepter, ils ne veulent pas vous donner une marchandise auquel elle vous donne droit normalement. La monnaie est une dette. Évidemment, à partir du moment où il y a de la monnaie, et s'il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas d'économie. Hein. Le troc, c'est une espèce d'illusion, une espèce de mythe faussement fondateur de l'économie. Il y aurait eu le troc, puis on aurait eu l'intelligence d'inventer la monnaie, c'est plus commode, et puis ainsi de suite. Non, pas du tout comme ça. La monnaie apparaît dès qu'il y a des échanges marchands, et d'ailleurs il n'y a pas d'échange, il y a simplement des achats et des ventes. On échange quelque chose contre de la monnaie, sa force de travail par exemple, ou une marchandise quelconque, et puis cette monnaie, on s'en sert pour racheter autre chose. Bon. À partir du moment où il y a de la monnaie, il y a évidemment des titres financiers. C'est-à-dire il y a des gens qui prêtent de la monnaie, à condition qu'on ait confiance dans la monnaie, à d'autres, à condition que les autres promessent de rembourser cette monnaie, en général avec un intérêt. Mais vous savez que maintenant il y a des taux d'intérêt négatifs. La France va bientôt emprunter un taux d'intérêt négatif. Bon. Donc les titres financiers, ce sont des dettes, ce sont de simples promesses de revenus futurs. C'est-à-dire que vous avez abandonné de la monnaie, vous avez donné un petit papier, si vous voulez, qui dit on va vous la rendre avec un certain intérêt. On va vous payer 5% par an, et puis on vous la rendra plus tard. À partir de là, vous pouvez élaborer des choses qui sont des promesses, d'être payé en cas d'événement adverse, des assurances, si vous voulez. Ce sont d'autres types de titres financiers, les instruments dérivés. C'est-à-dire que, bon, si le pétrole augmente, on va vous fournir du pétrole à 60 $ par baril. S'il baisse, vous approvisionnez sur le marché. C'est une option.
Bon. Ça, c'est une dette remboursable en marchandises, normalement, en pétrole. Voilà, donc vous avez comme ça une pyramide de dettes. Et l'économie, c'est ça, c'est la circulation de ces... C'est la création, la production, la circulation de ces titres de dette. Bon. Tout ça peut circuler des biens et services qui eux-mêmes sont produits. Bon. Donc, il faut se débarrasser du mythe de l'économie de troc. Il faut aussi se débarrasser du mythe de la petite économie marchande qui serait vertueuse et sur laquelle viendrait se greffer un capitalisme financier parasitaire. Et ça, c'est un peu la tendance du dernier Braudel dans son livre sur la dynamique des capitalismes. Il considère qu'il y a une économie marchande qui est plutôt bien. Hein. Puis au-dessus, il y a des firmes globales tout de suite qui transcendent les frontières des États et qui sont soit marchandes, soit financières, de plus en plus financières, et qui pompent comme ça de la valeur dans la vraie économie, celle qui est faite de travail et de nature et de marchandises produites. Et tout ça, c'est une illusion totale. La finance fait intrinsèquement partie de l'économie, et l'économie est une pyramide de dettes. Voilà. Alors pourquoi en est-il ainsi? Tout simplement parce qu'il y a une division sociale du travail, hein, en termes marxistes, et puis parce que l'économie, c'est des processus qui sont étalés dans le temps. Pour produire, il faut d'abord cultiver la terre, faire des moyens de production, etc. Donc il faut d'abord dépenser du temps, du travail, consommer la nature avant d'avoir un produit. Et la division sociale du travail qui fait qu'on ne fait pas tout. Pas tout, donc il faut que vous échangiez, donc il vous faut de la monnaie, donc à partir du moment où il y a de la monnaie, il y a des titres, etc. Aucun moyen d'aborder intelligemment les questions de la dette. Je vais maintenant venir après une deuxième remarque initiale à la dette grecque, si on commence à raisonner en termes de finances parasitaires, d'économie réelle versus finances parasitaires. Oubliez ça, c'est pas comme ça qu'il faut prendre les choses. Bon, la deuxième remarque, c'est que une dette, c'est un titre financier en général, la monnaie elle-même, c'est une promesse de quelque chose à recevoir dans l'avenir. Quelle valeur est-ce que ça a? Zéro si la promesse n'est pas tenue, hein. Et puis quelque chose si la promesse est tenue, qui d'ailleurs dépend, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais parce que c'est des revenus futurs. Hein. Alors, comment on fait pour transformer des revenus futurs en quelque chose d'aujourd'hui? Par exemple, quand on vend une promesse, quand on vend un titre de la dette grecque, un fonds, une banque a acheté un titre de la dette grecque qui dit « J'ai emprunté 100, et je vous donnerai 5 par an pendant 10 ans, puis au bout de 10 ans, je vous rends 100. » Voilà, c'est ça le titre de dette. Bon. Ça vaut quoi un an après ça? Ça vaut la promesse que c'est. C'est-à-dire, j'ai 5 tous les ans et 10 dans 10 ans. Donc, c'est une promesse d'une séquence de revenus futurs. Ce que ça vaut, c'est la valeur que les gens accordent à la crédibilité de cette promesse, c'est tout. S'ils pensent que oui, ça va donner ça, ça a un certain prix. Et s'ils pensent que ça va donner ça, mais il y a un gros risque que non, alors c'est moins cher, etc. Vous voyez que les titres de dette, ils circulent sur des marchés, ils sont échangés en permanence. On n'est jamais piégé dans un titre de dette, on peut toujours leur vendre. Simplement, son prix fluctue. Et son prix, c'est quoi? C'est uniquement le prix que, alors, si je parle en termes techniques, je veux dire la médiane des gens, pour me faire mieux comprendre, j'ai le prix que la moyenne des gens attribue à l'avenir, en fin de compte. Hein? Donc, tous les prix des titres financiers, ce sont des prix qui résultent d'anticipation sur ce qui va se passer. Hein? Un titre financier, son prix, c'est ça. C'est l'anticipation de ce qu'on pense qu'il va donner comme revenu futur. Donc, il faut bien radicalement distinguer les stocks. On dit, voilà, la dette grecque, c'est X milliards d'euros de stock. Et les flux. C'est-à-dire que ce X milliards d'euros, c'est quoi en vérité? C'est simplement la promesse de la Grèce de payer tous les ans 5% des X milliards
puis de les rembourser un jour. Mais en fait, compte, on s'en fout qu'elle rembourse un jour. La seule chose qui compte, c'est qu'elle paye les X milliards tous les ans. Parce que ensuite, elle emprunte, etc. Donc, en s'endettant, quelqu'un fait simplement la promesse de détourner une partie de ses revenus au profit de quelqu'un qui détient le titre de dette qu'il a sur lui. S'il dit bah, je ne veux plus payer, bah, le titre de dette ne vaut plus rien. Voilà, tout simplement. Alors évidemment, on va s'arranger, est-ce qu'il ne puisse pas trop dire ça facilement, hein, sinon le titre de dette ne vaut pas grand-chose, en effet. Là, ça, c'est la deuxième remarque que je voulais faire. Il faut distinguer totalement les stocks et les flux en la matière. Et comprendre que les stocks, c'est simplement une valorisation de flux futurs espérés. Et donc, Piketty, par exemple, que vous connaissez tous, quand il rassemble des statistiques extrêmement intéressantes, tout le monde reconnaît l'intérêt de ce livre pour son matériau empirique traité, évidemment, mais quand il remarque que les stocks de capitaux de toutes sortes, fonciers, financiers représentant des investissements industriels, etc., dettes, si vous les rapportez au flux de revenus annuel, au flux total, bon, PIB, c'est le flux total. Pour ça, parenthèse, il ne faut surtout pas se passer du PIB. S'il y en a parmi vous qui crient haro sur le PIB, je leur donne un petit cours dans le couloir. Le PIB, c'est tout à fait fondamental parce que c'est la fiche de paye de l'humanité. Le PIB, c'est la somme des revenus. Il est tout à fait important de savoir quelle est la somme des revenus et surtout comment elle se partage entre différents acteurs. Donc, vive le PIB. Voilà, évidemment, ce n'est pas un bon instrument de mesure de la croissance économique. Mais la croissance économique, ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, la croissance, ça veut dire la croissance des inégalités. Non. Alors, le PIB permet de mesurer les inégalités, mais pas la croissance. Autrement dit, il permet de mesurer la croissance des inégalités. Je vais faire la parenthèse sur le PIB. Et alors, je ne sais plus où j'en étais. Piketty. Les stocks de capitaux. Oui, donc les stocks que Piketty dit. Alors, voilà, le stock de capital aujourd'hui, en valeur, donc le prix des promesses qu'il représente, a atteint par rapport au PIB, les revenus, à un niveau qui est celui de la belle époque, c'est-à-dire un moment d'extrême concentration du patrimoine, etc. Bon. Alors Piketty en tire toute une série de conséquences à la Bourdieu sur les héritiers, si vous voulez. Ceci fait que l'héritage est maintenant, par rapport au travail et à l'ascension sociale, le moyen le plus sûr de s'enrichir. Donc il détruit quelques mythes américains, et c'est la raison justifiée de son succès aux États-Unis. Mais ce qu'il faut bien voir, ce qu'il ne dit pas, enfin, si, il le dit, mais de façon détournée, c'est que tout ça dépend de la répartition des revenus. Hein. Ce qui fait la valeur de ce stock, c'est qu'il est une promesse de revenus futurs. Et que quelqu'un décide que la répartition des revenus futurs ne sera pas du tout celle qui est prévue, et le stock se dégonfle. Pour faire simple, si on dit non, les revenus futurs liés à ce stock seront la moitié de ce qui est prévu, le stock a sa valeur divisée par 2 points. Et donc, voilà, pour faire disparaître la suraccumulation de capital à la Piketty, mesurée comme ça, il suffit de modifier la répartition des revenus. Voilà. C'est d'ailleurs ce qu'il propose, puisqu'il propose un impôt. Il y a une façon de... Bon. Mais, je veux dire, il se passe raisonnement. Je ferme cette deuxième parenthèse sur Piketty, mais c'était important pour signaler ce point essentiel dans la suite, qui est, ce qui compte, ce sont les flux. Il y a les flux auxquels les uns et les autres se sont engagés dans cette affaire. Alors venons-en à la dette grecque. La dette grecque. D'où vient-elle? Elle vient de ce qu'on appelle en termes techniques une accumulation par le territoire de la Grèce de déficit de la balance des opérations courantes. Alors on appelle la balance des opérations courantes la balance des exportations et des importations de biens et de services. Voilà, en gros, hein, une balance commerciale, si vous voulez. Donc le territoire grec, qui est peuplé essentiellement de gens qui ont la nationalité grecque, mais c'est pas ce qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est les gens qui sont là, qui travaillent là. Le territoire grec, pendant des années, a exporté moins qu'il a importé.
de biens venant des autres pays européens, pour l'essentiel, beaucoup d'Allemagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le territoire grec a consommé plus qu'il n'a produit. C'est exactement ça même. Donc les Grecs, dans leur ensemble, ils ont vécu pendant des années en produisant moins qu'ils ne consommaient. Et la différence, c'était le solde négatif, c'est-à-dire le montant dont les importations dépassaient les exportations. Bon. Comment faire ça dans une économie monétaire? Ben, c'est très simple, en empruntant la différence. Voilà. On emprunte, l'ensemble du territoire grec a nécessairement dû emprunter, année après année, le montant exact de son déficit de balance commerciale, qui lui-même est dû parce que les Grecs, on peut voir les choses de deux façons, soit consomment trop, soit ne produisent pas assez. Voilà. Bon. Qui a emprunté cet argent? Ça aurait pu être les Grecs eux-mêmes, les entreprises grecques, les citoyens. Ça a été très peu les Grecs eux-mêmes, ça a été l'État grec. Voilà. Bon. Alors ceci peut continuer un certain temps, tant qu'il y a des gens qui sont prêts à prêter à l'État grec. Voilà. Puis il y a un moment où ceux qui ont prêté l'État grec sont plus prêts à renouveler la dette, peu importe. N'oubliez pas la dette grecque, hein, on peut la vendre et l'acheter à chaque instant, depuis le début. Hein. Donc quand je parle de la dette grecque, maintenant vous avez compris, ce sont des obligations émises par le gouvernement grec, c'est la dette publique grecque. Bon. Et elle est détenue au départ par des tas de gens. Qui sont en apparence des fonds ou des banques, et en réalité finalement les gens. Hein. Soit directement quand ils ont confié leur épargne à des fonds de placement, soit indirectement parce que, en fin de compte, les banques, qu'est-ce qu'on peut dire, s'il y a des dettes des banques qui ne sont pas remboursées, c'est in fine toujours les gens qui payent. Donc c'est eux qui sont débiteurs finaux. Donc arrive un moment où il n'y a plus personne qui veut prêter au gouvernement grec. Alors, je fais un petit retour en arrière. Pourquoi est-ce que c'est le gouvernement grec qui s'est endetté et pas les Grecs eux-mêmes? Quand un gouvernement s'endette, c'est la même chose, c'est qu'il dépense plus qu'il ne reçoit en impôts. Hein? Eh bien, c'est parce que cette consommation excessive de la Grèce, finalement, s'est concentrée dans une consommation publique excessive. Donc, il y a un déficit commercial, mais il y a aussi un déficit budgétaire. Bon. Arrive donc un moment où les marchés, entre guillemets, mais quand on dit les marchés, ça veut dire des investisseurs, dont le souci le matin se levant est de dire, bon, j'ai juste 1 milliard à placer aujourd'hui, je fais quoi? J'achète la dette grecque, je vends ceci, voilà. C'est ce que font les investisseurs, qu'ils soient dans des banques ou dans des fonds, c'est des professionnels. Ils se disent, et très bien, des professionnels très bien informés, très bien équipés, mathématiquement, etc., ils se disent, la trajectoire actuelle de l'économie grecque fait que le déficit budgétaire va continuer à augmenter, le déficit commercial n'a aucune raison de se résorber, au contraire, il s'aggrave, et donc l'endettement de la Grèce va continuer. Et ils se disent, cette promesse commence à être douteuse. Alors, tout simplement, son prix s'effondre. Voilà. Et c'est la crise. C'est la crise parce que le prix s'effondre, ça veut dire que pour rembourser la dette qui arrive à échéance, le gouvernement grec est obligé d'emprunter à 10, 15, 20%. Et là, c'est sûr qu'il ne peut pas. Bon. Donc, on est dans une situation de crise. Bon. Ces situations sont extrêmement fréquentes dans l'histoire économique. En général, ce qui se passe, c'est, et c'est ce qui s'est passé pour la Grèce, arrivent des sauveteurs qui vont prêter au gouvernement, mais à condition que le gouvernement fasse ce qu'il faut pour retourner la situation. Ça veut dire quoi, retourner la situation? Ça veut dire faire en sorte que le territoire grec se mette à produire plus qu'il ne consomme. Et concrètement, mais c'est une conséquence de ça, à ce que le gouvernement grec se mette à lever plus d'impôts qu'il ne dépense.
De cette manière, ils sécurisent le flux. Hein? Le gouvernement et le pays sécurisent un flux, un certain flux qui va venir payer la dette. Voilà. Et toutes les négociations, entre guillemets, parce que c'est au départ dans une situation évidemment très inégalitaire, il y en a un qui demande, et l'autre qui apporte de l'argent, des frais, sous condition. Il faut que le gouvernement présente un plan de réforme qui convienne aux débiteurs. Bon, alors, ce qui s'est passé, c'est que c'est rapidement dans la première phase de la dette grecque, les États européens ont mis la main sur la dette grecque. Ils ont fait payer une partie des détenteurs privés. Hein. Donc ils ont racheté la dette grecque à travers le fonds de stabilisation, les banques centrales, les banques... la BCE ne le fait pas directement. Enfin, à travers le fonds de stabilisation, les banques contrôlées par l'État, la dette grecque est passée aux mains des gouvernements européens. Donc c'est une affaire entièrement interne à l'Europe maintenant. C'est les gouvernements européens d'un côté, et Allemagne en tête évidemment, et les gouvernements grecs de l'autre. Voilà. Alors, dans un premier temps, alors, comprenons bien que si on s'arrête là, à la crise, et qu'on essaie de faire un peu un bilan dans cette affaire, qui a gagné, qui a perdu, en fin de compte, hein, introduisant un peu de morale économique. Bon. C'est certain que ça a bénéficié, ça, à des ouvriers, des techniciens et des ingénieurs allemands. Hein. Puisqu'en fin de compte, on peut aussi simplifier les choses si on appelle l'Europe l'Allemagne, c'est des épargnants allemands qui ont prêté de l'argent à l'État grec pour que la Grèce dans son ensemble puisse importer des Mercedes, lesquelles donc ont été produites à crédit. Hein? C'est comme si finalement les ménages allemands s'étaient tout d'un coup endettés pour acheter plus de Mercedes. Mais comme les ménages allemands n'ont pas besoin de plus de Mercedes, en fait les Grecs ont acheté les Mercedes et c'est le gouvernement grec qui s'est endetté pour ça. Donc n'oublions pas ça quand même, parce que vous savez bien qu'ensuite il y a un débat, Allemagne, Grèce, qui sont les fourmis, qui sont les cigales. Deuxièmement, en Grèce, le fait que cette dette se soit concentrée dans l'État fait que, évidemment, l'État est central dans cette affaire. Et, je ne connais pas en détail ce qu'était l'État grec du PASOK, mais il semble bien que... D'abord, il n'a pas utilisé cet argent à augmenter la production en Grèce, puisque le problème, au contraire, s'est perpétué, premièrement. Donc, cet argent n'a pas été investi pour résoudre le problème de fond, qui est ce déséquilibre de balance commerciale. Donc, il a été dépensé. Et il a été dépensé au profit de qui? Semble-t-il, pas très équitablement, et avec, bon... Alors, il y a plusieurs façons de dépenser de l'argent. Hein. C'est créer du déficit budgétaire, ça peut être en exonérant des gens d'impôts, etc. etc. Bon, on sait tout ça, je ne vais pas y revenir, je ne suis pas spécialiste. Mais bon. Ce qui fait qu'aux yeux des gouvernements européens, il y avait vraiment beaucoup de réformes à faire. Et le calendrier de réforme était conséquent. Bon, réforme de l'État. Les finances publiques, mais à travers ça, de l'État. Bon. Donc, si vous voulez, jusqu'à la crise, il y a certainement des gagnants, mais ils sont des deux côtés. Disons, les ouvriers allemands, et puis, je caricature, et puis certains Grecs. Pas tous. Non, mais ça, c'est le problème des Grecs, à la limite. Hein? Alors, ensuite, la crise elle-même, et puis, qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec Syriza et Tsipras? Bon. Dans un premier temps, la Troïka, c'est-à-dire FMI, Banque Centrale Européenne et Commission, les deux financiers étant la Banque Centrale Européenne et le FMI, ils ont fait rentrer le FMI dans cette affaire justement pour qu'il y ait une espèce de juge de paix, arbitre, qui ne soit pas purement européen. Demande un programme archi-classique de réduction du déficit budgétaire, donc de réduction des dépenses de l'État, et particulièrement des dépenses qui ne sont pas directement des investissements productifs de l'État, etc., etc. Donc, ils ont fait payer les riches, diminuer les subventions de tout ordre, etc. Et évidemment, ça a un effet dépressif sur l'économie. Ça, c'est tout à fait clair. Mais il faut bien voir que continuer sans réforme n'est pas tenable non plus. Bon. Alors c'est ce qui s'est passé, et les Grecs ont souffert, et la Troïka était assez stricte, finalement refusant
de modifier le flux. Elle avait racheté toute la dette, elle consent des taux qui sont des taux tout à fait raisonnables, mais elle veut être payée sur la totalité, donc il ne faut pas que le flux diminue. Bon. Okay. Et on peut éventuellement envisager de moduler ce flux, mais à condition que les réformes soient faites. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'amène Syriza dans cette affaire? Alors, certains d'entre vous connaissent sûrement mieux la Grèce que moi. Je ne sais pas trop l'interpréter en termes internes à la Grèce, mais ce qui est certain, c'est que les Grecs, quelque part, ont dit on en a assez de cette austérité, parce qu'en plus, rien ne se passait. C'est-à-dire que la Grèce n'était pas du tout sur le chemin du redressement, qui, je le répète, signifie tout simplement qu'elle se remette à produire. Donc quelque chose comme une réindustrialisation, ou que l'agriculture se développe, ou que le tourisme se développe, que ce que les Grecs sont capables d'exporter se développe. Bon. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Donc peut-être quelque chose, c'est certain, du côté des Grecs, et puis le fait que, premièrement, toute la dette est aux mains, je l'ai dit, des gouvernements européens, et que deuxièmement, la Grèce est en fait en passe quasiment a atteint deux objectifs fondamentaux qui sont, un, l'équilibre de sa balance commerciale, c'est-à-dire que la dépression était tellement forte que les importations, c'est pas que la production a augmenté, mais les importations ont tellement chuté, les Grecs sont tellement serrés à la ceinture, que maintenant, ils n'ont plus besoin de faire augmenter leur dette, globalement. Et deuxièmement, l'État est en équilibre du budget primaire. Ce qu'on appelle le budget primaire, c'est le budget hors le flux qui paye la dette, justement. C'est-à-dire, autrement dit, ce qui rentre dans les caisses de l'État est égal à ce qui en sort, sauf la dette. Voilà. Donc vous voyez bien que dans cette situation, la Grèce pourrait décider de se passer des débiteurs. Dire, je cesse de payer ma dette. Le flux, je l'annule. Bon. Ensuite, on discute, mais j'annule le flux. Voilà. Bon. Parce que je peux payer, avec mes recettes fiscales, ce que je dépense, et par ailleurs, je n'ai pas besoin de me réendetter, puisque globalement, le pays est en équilibre. Voilà. C'est possible. Voilà. Ça s'accompagnerait d'une sortie de l'euro, parce qu'à ce moment-là, bon, on peut, si vous voulez, développer ça, mais disons que ça rend crédible une sortie de l'euro pour la Grèce. Et évidemment, la sortie de l'euro pour la Grèce, il ne suffit pas d'avoir ces deux comptes équilibrés, parce que la sortie elle-même de l'euro peut déséquilibrer tout ça gravement, à travers une crise du système bancaire, à travers des fuites de capitaux, etc. Mais si vous voulez, fondamentalement, les fondamentaux peuvent permettre à la Grèce de ne plus s'endetter, donc de dénoncer la dette ancienne, ou en tout cas de la renégocier à des conditions qui lui plaisent. Bon, alors c'est pas, semble-t-il, la stratégie initiale de Syriza, c'est quoi? C'est d'obtenir une réduction du flux, on se fout du montant, une réduction du flux, mais pas à zéro. Ok, on accepte. Et toujours, évidemment, en échange de réformes, sauf que les réformes, c'est eux qui disent ce que ça doit être, et voilà, on essaye d'inverser la charge de la preuve, là, à savoir ces réformes, si je réduis les flux, vont aboutir à ce que je puisse finalement créer des conditions qui permettent de stabiliser définitivement ce flux, et donc de faire disparaître le problème de la dette, parce que le problème de la dette grecque n'aura pas disparu quand il n'y aura plus de dette. Tout simplement quand les flux, encore une fois l'important c'est les flux, associés à cette dette seront supportables par le budget public et par l'économie dans son ensemble. Voilà. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ben, j'en sais rien. Mais vous voyez, ouais, là que, et j'en viens à la conclusion pour essayer de répondre à mes questions, que tant au départ, dans la phase de formation du problème de la dette grecque, que dans la résolution possible, diverses politiques étaient possibles, tout à fait possibles, qui n'auraient pas fait les mêmes gagnants, les mêmes perdants, qui n'auraient pas demandé les mêmes efforts, pas tellement en quantité, pas seulement en quantité, mais en orientation
qualitative aux Grecs. Voilà. D'une certaine manière, l'irruption de la politique, alors est-ce de la politique purement étatique, ou est-ce qu'il y a dans le peuple grec autre chose? C'est ça que je ne sais pas. De Syriza montre que dans le cadre étatique, d'autres politiques auraient été et sont toujours possibles. Mais in fine, la question, c'est quand même ceci. Hein. Pour l'instant, il y a un flux quelque part qui est promu entre, disons, les Grecs dans leur ensemble et les gens qui sont des gouvernements occidentaux, donc finalement les contribuables nord-européens. L'enjeu, c'est la négociation de ce flux. Il peut être réduit, il peut être supportable. Bon, voilà. Alors là-dessus se greffe, comme vous savez, diverses manifestations d'humeur et d'affect de la part des Allemands et des Grecs, mais le désossement économique de la question, il est celui-là. Donc je réponds à la question initiale, voilà l'origine d'un problème de dette, voilà ce que ça signifie. C'est toujours un problème de répartition au sein des populations concernées. Et la façon dont les États peuvent trancher ces conflits de répartition est a priori très variable. Il y a absolument une marge de possible, et ces différentes politiques ne font pas du tout les mêmes heureux et les mêmes malheureux, et donc il y a la voilà. Voilà ce que je peux dire. Si j'en reste au niveau de l'analyse économique. Ben, c'est tout. Je crois que tu voulais parler de vol inutile. Attendez, il y a 250 pages, là, on peut en parler. Mais... Une question. Les bons du Trésor au Japon ont été massivement mis sur le marché par des organismes financiers japonais et achetés par les Japonais. Et il y a quelques années, Sarkozy a décidé de mettre les bons du Trésor français sur le marché financier international. En quoi cette question de s'arranger à ce que les bons du Trésor soient massivement détenus par des nationaux ou, au contraire, circulent sur le marché financier international, modifie des conditions de négociation ou des mesures politiques? Ben, tu as la réponse en posant un problème. C'est-à-dire que si les bons du Trésor, qui sont toujours vendus par le Trésor et qui alimentent donc le Trésor public, et donc qui normalement financent les dépenses de l'État, s'ils sont détenus par des fonds étrangers, etc., s'ils sont mis sur le marché international, alors d'abord ils sont dans une devise internationale, il peut y avoir des accords de swap, etc. Et ils peuvent être détenus par absolument n'importe qui. Donc si tu entres en crise sur cette affaire, il va falloir que tu négocies avec des banques américaines, toute une série de fonds, que tu vas tomber dans la législation américaine à tous les coups dans cette affaire, si tu es endetté en dollars, etc. Alors que si les bons du Trésor japonais sont essentiellement des bons en yens détenus par les ménages japonais, le problème de fond est toujours le même. Hein. Mais évidemment, la négociation d'un repartage des flux va se faire avec des acteurs différents, sur lesquels tu as éventuellement plus de pouvoir. Et voilà, mais ça, c'est même pas lié tellement à des réglementations au Japon qu'au fait que c'est distribué par la Poste, un peu l'équivalent, parce que c'est une forme d'épargne populaire très courante au Japon. Les Japonais savent ce que c'est, ils ont confiance en ça, etc. Et donc ils achètent même quand les taux sont extrêmement faibles. Bon, pas forcément les investisseurs étrangers, surtout qu'en plus il faut qu'ils se couvrent contre le risque de change. Et donc les taux très faibles plus la couverture, ça rend les bons japonais pas très attrayants. En revanche, l'instituteur ou le paysan japonais, lui, il va à la caisse d'épargne et il achète ça, c'est tout.
parce qu'il n'a pas envie de confier son épargne à des fonds qui vont placer ça justement dans les instruments internationaux, etc. Mais sur le fond, ça ne change rien au problème. Non. Alors, on pourrait penser que une autre politique possible, plus radicale, c'est de dire que, en fin de compte, c'est uniquement la Banque centrale qui finance le Trésor, par création monétaire. Donc c'est la Banque centrale qui va acheter les bons du Trésor, tous. Et par ailleurs, financer les banques de second rang, etc. Donc c'est réserver la création monétaire, d'abord à l'État, ensuite aux banques commerciales. Mais c'est changer de site d'articulation entre le système monétaire et financier. Et c'est possible. On peut aussi envisager que les États, ça a été longtemps le cas, dans tout l'ancien régime, ne se financent qu'auprès des banques de leur territoire ou du territoire d'à côté, etc. Du Moyen-Âge jusqu'à récemment, c'est comme ça. Est-ce que la dette, finalement, ne pourrait pas être envisagée sous le régime de espèce de ruse de la raison sociale? Ne serait pas un levier, finalement, pour faire des réformes qui tenteraient de diminuer les inégalités dans le champ, sur le territoire grec, au nom, justement, de la nécessité de rembourser la dette? Parce que finalement, ça pourrait pas être un levier pour produire des réformes radicales de changement social. Oui, je suis assez d'accord avec ça. C'est pour ça que moi je prétends que la Troïka a tout fait sciemment pour que surgisse Syriza. C'est-à-dire que pour que les Grecs se mettent eux-mêmes dans la situation d'avoir à se réformer. Je pense que pas un moment, ils ont cru que leur menu standard de réforme, là, le gouvernement grec tel qu'il était, allait le mettre en forme. C'est pour ça qu'ils ont maintenu la pression, alors on va faire souffrir les Grecs, jusqu'à ce que les Grecs se révoltent, mais contre nous, d'accord, mais en disant, non, on veut un autre gouvernement, et l'autre gouvernement, il va falloir qu'il fasse quelque chose. Ou alors le problème va se reposer éternellement. Et la seule solution sera de sortir de l'euro, mais pas dans la situation relativement pas trop mauvaise que j'incite. Donc on peut considérer que la Troïka a fait œuvre extrêmement utile, parce qu'elle a pressé le citron jusqu'à ce que le peuple grec dise il y en a assez, on va se prendre en main, et on va se passer de vous. Mais pour se passer de vous, il faut qu'on se prenne en main. On dit, voilà. Mais maintenant, on va bien voir. Ce qui compte, c'est pas ce que Syriza fait avec les fricotes, avec les Russes. Non, ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'ils font chez eux. Comment ils font rentrer les impôts, comment ils utilisent intelligemment ces impôts pour réindustrialiser le pays. Voilà, c'est ça. Et ça, ils ne peuvent pas éviter ça en Grèce. Les autres d'ailleurs non plus, je signale aussi, dans une situation de déficit. Alors pour l'instant, personne ne s'inquiète de la solvabilité du Trésor public français. Mais parce qu'il n'y a rien à faire de son argent aujourd'hui, c'est ça le problème. Qu'est-ce que vous faites? Les banques vous proposent des taux de réels négatifs, les fonds pareils, etc. Donc des tas de fonds achètent de la dette publique française, italienne, etc. à 1%. Avec un objectif d'inflation de 2%, ça fait normalement moins 1%. Mais ça se vend comme des petits pains. Ce qui veut dire qu'il y a un autre problème, c'est celui-là, justement, celui de la politique monétaire, qui aujourd'hui nous prépare un crack absolument phénoménal. Celui de 2008 à côté, ça risque de pas être grand-chose. Et du coup, Piketty sera débarrassé de son excès de capital là, qui l'inquiète. Voilà, pas besoin d'impôt sur le capital. Mais évidemment, dans ce crack-là, ceux qui vont prendre, c'est la petite épargne, les revenus du travail, etc. Voilà, parce qu'il y a des droits sur la richesse future qui s'accumulent dans les titres financiers. Il y a aussi des droits qui s'accumulent dans les contrats de travail,
Le simple fait d'être là et voilà, d'estimer qu'on a droit du travail, à un revenu de ce travail. C'est ça les droits qui s'affrontent en permanence. Et c'est pas dans le problème de la dette, par exemple, le problème de la dette, c'est pas du tout un problème de dette à l'égard des générations futures. C'est pas ça le problème de la dette. C'est le problème entre les rentiers aujourd'hui, ceux qui ont des titres de dette, et les contribuables qui payent pour ces titres de dette, c'est tout. C'est ça le problème. On dit on s'endette à l'égard des générations futures. Même la dette dite sociale, mais il n'y a pas de dette sociale. C'est quoi la dette sociale? C'est juste une promesse que vous aurez une certaine retraite, c'est tout. Si les gens, au moment de payer votre retraite, disent non, je ne vous la paye pas, et votre dette, c'est quoi? Voilà, c'est bien la logique d'ensemble. C'est pour ça que je disais au début, il y a d'un côté l'État et les politiques étatiques, lesquelles ne sont pas du tout entièrement déterminées, mais sont quand même assez sérieusement cadrées dans un certain nombre de règles et dans un grand nombre de contrats que les gens ont passés entre eux, implicites ou explicites, directement ou via l'État, etc. Et dans une pyramide de dette qui est l'économie. Ça, c'est une sphère, disons, l'État et la politique économique, et c'est pour ça que je disais que je suis Sylvain Lazarus là-dessus, par ailleurs, en dénaturant, mais en voyant les choses de très loin, on appellera politique au sens strict ce qui est hétérogène à ça, voilà, ce qui surgit là-dedans comme un événement, comme une invention, qui s'organise en séquence, et qui a comme effet de transformer les États. Les États sont toujours là. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'on n'est pas sorti finalement, du grand débat du 19e, qui était l'État. Alors, anarchisme d'un côté, et puis si ça ne marche pas, parce que c'est complètement écrasé à la Commune de Paris, alors ensuite, parti léniniste pour prendre l'État, le faire dépérir, mais ça ne marche pas non plus. Alors voilà, on en est là. Donc c'est anarchie ou quoi? Une politique hétérogène à l'État, mais qui s'adresse à l'État, forcément, qui vise à le transformer. Voilà, je me suis livré, mais ça c'est la fin du livre dont Sylvain a parlé, là, le métier, là, une espèce de typologie de qu'est-ce qui s'est fait en la matière depuis mai 68, qui pour moi, avec la commune de Shanghai, met fin au cycle politico-étatique, mais là, politique au sens hétérogène, alors, politique et étatique, qui s'ouvre avec la Commune de Paris. Voilà. Ce qui a été essayé en bilan de la Commune de Paris n'a pas marché. On a fait ça en 2 temps. Le Parti social-démocrate, ça donne la guerre de 14. Et ensuite, c'est le Parti léniniste, et ça donne l'État-parti socialiste. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis? J'ai placé les choses en 3. Alors, je ne vais pas parler d'invention politique, parce qu'on pourra dire que c'est des inventions politiques après coup. Quand Lénine publie Que faire en 1902, il ne sait pas qu'il ouvre une séquence politique. En tout cas, il ne raisonnera pas comme ça. Bon. Donc, on va parler simplement d'initiative politique. Sachant que, ça c'est une thèse qu'on peut discuter, mais toute politique en ce sens doit être hétérogène à l'État, en fin de compte avoir ses formes d'organisation extérieures à l'État, et régler en son sein la question de l'organisation de la représentation, ce qui est en fin de compte toujours la question du rapport entre les militants et les masses, d'un côté, et puis d'un autre côté, elle doit dire quelque chose à l'État, faire quelque chose à l'État. Alors, il y a eu la modalité, on change d'État, ça c'est les printemps orange, les révolutions orange et les printemps arabes. Virez-les, cet État est corrompu, inefficace, injuste, bafouant la liberté fondamentale, dégagé. Sauf qu'il n'y a pas de parti-État en face alternatif. Dans les 2 cas, il n'y en a pas.
Et puis l'Est, il n'y en a pas parce qu'ils n'ont pas cette tradition. Et la seule tradition de parti-État qu'ils avaient, c'était le parti-État soviétique. Et dans les pays arabes, il n'y en a pas parce que les deux seules forces, en fait, quand il n'y avait qu'un seul parti-État, c'était les nationalistes arabes. Et après, c'est l'islam religieux, c'est l'islam politique, et l'islam politique est contradictoire avec un État moderne qui doit, à mon avis, être un État pour tous, au moins formellement. Bon, ça, c'est une première initiative, type d'initiative. On peut rapprocher de ça des mouvements comme les Occupy Wall Street ou les insatisfaits, ou comment ils s'appellent, les indignés, etc. À mon avis, c'est du même type. D'ailleurs, ça fonctionne un peu comme ça, réseaux sociaux dans le déclenchement, pas d'organisation préalablement constituée, structuration par rassemblement dans les places, etc., etc. Sauf que là, ils n'ont pas affaire au même État, parce que dans le cas des révolutions arabes et des printemps arabes et des révolutions oranges, quand même, l'État en place tire dans le tas. Il y a des morts, hein, avec tout ce qui va avec, etc. Bon. Donc, les indignés au Occupy Wall Street, on n'aura pas à tirer dessus. Et puis, par ailleurs, quand ça prend un peu d'ampleur, ce qui est intéressant, c'est que, tant en Grèce qu'en Espagne, ça prend la forme d'une parlementarisation. C'est-à-dire que la solution, c'est Podemos ou Syriza. Bon. Ça, c'est la première forme. On change d'État. Par l'insurrection, par l'espèce de soulèvement, éventuellement avec des sacrifices. Ensuite, il y a ceux qui veulent réformer l'État de l'intérieur, qui y croient encore. Alors, on laisse de côté les partis-États de la période précédente, parce que justement, il y a une crise de l'État généralisée. Mais qu'est-ce qu'il y a autour de ça? Qu'est-ce qui est nouveau? Il y a eu des ONG, en fait, sous deux formes, les ONG de terrain, qui, à mon avis, font le travail de l'État à la place de l'État, hein, toutes les ONG développementalistes, Médecins sans frontières, etc., etc. Et puis il y a les ONG lobby, les grandes ONG, Greenpeace, WWF, ou Amnesty International, Transparency International, qui s'organisent pour faire du lobbying, c'est-à-dire pour essayer de pousser l'État à faire ceci ou cela. En général, c'est sectoriel. Bon. Avec des ONG de terrain qui ont de vagues, sur le plan de l'organisation, qui ont de vagues très militants, avec des objectifs politiques en général plus larges et militants, etc., plus ou moins. Bon. Voilà. Puis, enfin, et puis troisièmement, il y a ceux qui se tiennent à distance de l'État, et là je vois deux modalités. La première, c'est tout ce qui est dans l'héritage de mai 68, des formes d'organisation interne aux gens. Bon, l'organisation politique a été un exemple, peut-être le seul, je ne sais rien, enfin, mais ça peut prendre aussi la forme de réseau, éducation sans frontières, etc. Mais il y a des militants, qui consacrent leur vie, et puis qui tentent d'organiser la pensée et d'organiser les gens pour prescrire l'État. Donc c'est à distance, mais dans une position de prescription. Bon. Mais en autonomie complète avec le système des partis États. Et puis il y a ceux qui sont pour la déconnexion. Alors là, il y a des tas de variantes. Depuis les petites communautés à la campagne, qui se retirent. Jusqu'aux communautés autonomes qui font de brillants pamphlets situationnistes. Etc., et qui sont dans l'écolo-autonomie, y compris des formes de déconnexion plus... à la limite, ça m'est venu dans le train, oui, maintenant, Attali en est venu là, quoi. Il en est venu là, et il a dit, il faut que chacun, maintenant, trouve en soi, fasse un peu de zen tous les matins, et trouve en soi la vraie vie. Donc c'est une forme de déconnexion. Voilà, le règne de la marchandise, c'est pas bien, on va essayer de se retirer de ça sur la pointe des pieds. Voilà. On est là, avec en face une crise des États et la montée de ce que j'appelle des conflits de guerre civile, maintenant, de guerre civile contre les hétérogènes, l'étranger, etc., tant au plan international qu'au plan interne. Donc il y a une course de vitesse engagée, là, me semble-t-il,
entre d'un côté des politiques qui ont disparu provisoirement en 1945, et qui sont des politiques des États et des partis-États pour qui l'État n'est pas l'État pour tous. C'est-à-dire il y a une partie de la population qui est vouée qui est traitée différemment et donc qui est vouée à l'extermination. Et puis quelque chose qui serait prescriptif de l'État, éventuellement utilisant des formes de soulèvement type printemps arabe dans la phase finale pour obtenir quelque chose en dehors du système parti-État qui, même stimulé par ces ONG qui n'en sont finalement que des cache-misères, ne convient plus. Voilà, donc c'est pour ça que à la fin, il est question du passage de la guerre des classes à la guerre civile contre l'hétérogène. On dirait que c'est un peu tautologique. La guerre civile, c'est toujours contre un hétérogène. Pas la même religion, pas la même classe, pourquoi pas. Pas la même race, pas la même couleur, je ne sais pas. Voilà, donc... La catégorie des hommes inutiles. Les hommes inutiles, j'ai trouvé une excellente citation de Descartes. C'est ne rien valoir que de mettre utile à personne. Voilà. Discours de la méthode. C'est l'idée que les évolutions économiques depuis une trentaine d'années créent non seulement des inégalités, ça j'ai déjà expliqué, bon, aujourd'hui c'est largement reconnu, même dans les rapports du FMI, de la Banque mondiale, de l'OCDE, il est admis que la croissance des inégalités de revenus, d'accès à l'éducation, etc., sont mauvaises pour la croissance. Alors là, c'est grave, là. Il y a un problème d'efficacité. Donc on se soucie maintenant des inégalités de revenus. La croissance doit être inclusive, etc. Vous allez voir, croissance inclusive, ça va avoir le succès de croissance durable. D'ailleurs, les écolos disent, mais voyons, la croissance inclusive, enfin les vrais défenseurs de la croissance durable depuis l'origine, les vieux briscards de la croissance durable, disent que la croissance inclusive, c'est juste le pilier social de la croissance durable dont on s'est occupé exclusivement du pilier environnemental. Mais en revanche, il y a une forme d'inégalité, finalement, c'est une forme d'inégalité qui est plus grave, d'une certaine manière, plus pernicieuse, parce qu'elle s'auto-entretient, elle enferme les gens dans des trappes d'inutilité. Dans des trappes où ils sont, au sens propre, je le démontre un peu, je le montre, inutiles aux autres, les autres pourraient s'en passer. Même ils s'en trouveraient éventuellement mieux, sur le plan économique, et aussi inutiles à eux-mêmes. Parce qu'ils ne sont pas inutiles à eux-mêmes, ça veut dire qu'ils n'ont pas les moyens de sortir de là. Ça, c'est la notion de trappe, d'enfermement dans les trappes. Alors concrètement, qui c'est? En Europe, c'est partout, c'est des gens sans emploi, qui donc vivent d'une forme d'assistance, que ce soit publique ou privée, de plus en plus privée. C'est ceux qui ont un emploi, mais qui ne peuvent pas vivre de cet emploi, donc ils sont aussi assistés, entre guillemets. Il y a ceux qui arrivent à vivre de ça, mais dans des conditions extrêmement difficiles, en enchaînant des boulots précaires, etc., et qui ne peuvent pas sortir de ce cycle de la précarité, de l'intermittence, du petit boulot, etc. Partout, ça, dans les pays riches, dans les slums, des pays émergents ou des pays pauvres, et il y a des trappes qui sont plus liées au capital naturel. Alors là, dans les pays pauvres, quand les gens ont un accès qui est insuffisant ou insuffisamment maîtrisé par eux au capital naturel s'effondre, etc. Et ça les enferme dans des trappes où les paysans, la terre se désertifie, ils se retrouvent dans les slums. Dans les slums, les conditions de vie sont telles que vous ne pouvez même pas travailler, etc. Bon. Et tout ça est amplifié par les fluctuations de la finance, en plus. La finance ne crée pas des trappes en tant que telles, mais elle fait fluctuer tout ça. Et alors, comme c'est une trappe, on rentre dedans, mais ceux qui en ressortent quand ça va mieux sont moins nombreux que ceux qui sont rentrés. Donc à la fin, ça s'entasse. Et l'idée de l'homme inutile, c'est ça. Donc il faut d'abord
comprendre comment ça se produit, et puis ensuite on peut élaborer des politiques possibles, de l'ordre du possible, pour que ça ne se passe pas ainsi. C'est ce que j'essaie de faire. Donc je me risque à proposer des politiques, évidemment dans les grandes lignes, hein, parce que tout ça, évidemment, est assez compliqué. Mais je pense qu'il peut y avoir un débat entre non-économistes sur les grandes lignes. Après, les experts vont nous expliquer comment on met ça en musique. Et bon, on pourra revenir un peu sur ce travail d'expert, c'est souvent contradictoire, etc. Par exemple, moi, je vais vous choquer peut-être, je suis pour une certaine flexibilisation du marché du travail. D'abord, c'est choisir entre deux formes d'inutilité. Hein. Il y a le chômeur de longue durée ou le jeune sans emploi, ça serait utile dans ma catégorie. Puis si vous flexibilisez le marché du travail, vous allez tomber dans une autre forme d'inutilité qui sont les boulots pas assez payés pour vivre. Hein. Genre allemand? Genre allemand, genre anglais, genre américain. Parce qu'en Amérique, il y a quand même quelques millions de working poor, hein, classés comme tels. Ils travaillent, ils ne sont pas aidés, très peu, sauf par un certain nombre de biens publics. Mais ce qu'ils gagnent est considéré comme en dessous du seuil de pauvreté. Aux États-Unis, le seuil de pauvreté est déterminé tous les ans comme ce que coûte un certain panier considéré comme minimum. En France, le seuil de pauvreté, c'est pas ça, c'est 60% du revenu médian. C'est le bas de la distribution, mais qui est calculé par rapport au médian, c'est-à-dire celui qui gagne une somme telle qu'il y en a autant qui gagnent moins et autant qui gagnent plus. C'est ça le revenu médian. Vous prenez 60% du revenu médian. C'est ça le seuil de pauvreté en France et en Europe, mais pas aux États-Unis. Ça arrive au même d'ailleurs. Bon, donc la flexibilisation du marché du travail, c'est un peu le choix entre Caribe et Scylla. Mais on peut choisir, on peut avoir un avis. Moi je pense qu'il vaut mieux travailler que de ne pas travailler du tout. Sauf si vous trouvez un moyen de vous occuper intelligemment pour la société. Ce n'est pas exclu, mais il y a des gens qui n'ont pas envie, mais qui préfèrent travailler. Mais alors à ce moment-là, il faut un impôt négatif, il faut être cohérent. C'est-à-dire que si on laisse tomber le prix du travail en dessous d'un niveau qui permet de vivre, vous êtes obligé, de toute façon, vous êtes obligé de fixer les seuils. Actuellement, on est dans un système à deux seuils, le SMIC et le RSA. On a fixé ce seuil. Et ça crée une répartition des emplois qui est ce qu'elle est. Là, dans d'autres solutions, on a un seul seuil à fixer, qui est le revenu minimum. Que les gens travaillent, ne travaillent pas ou travaillent en partie, etc. Si vous êtes en dessous de ça, on complète, et vous êtes au-dessus, on vous en prend. Avec un contrat de travail unique, mais à point, quoi. Tout doit être à point. Vous faites un stage de 3 mois en sortant de l'école, ça vous compte comme pour la retraite, pour un droit à la formation, etc. Vous en faites un, ça recompte, etc. Et puis, quand vous êtes embauché en CDD, enfin, il faut qu'il y ait des contrats de travail tels que plus vous restez longtemps, plus vous êtes supposé convenir que l'entreprise vous convienne et que vous lui conveniez, et donc à ce moment-là, ça doit être de plus en plus difficile de vous licencier, mais de toute façon comme ça progressive. Donc, tout ça cohérent avec un système à point pour la retraite, pour les droits à la formation. Parce que l'intermittence va devenir une forme très générale du travail, hein. Ça, c'est sûr et certain, donc c'est pas la peine de la regretter. De certaine manière, il faut la transformer de manière à ce que l'intermittence soit premièrement le moyen pour chacun de choisir entre travailler et avoir du temps pour soi, de pouvoir choisir l'extrême sobriété pour avoir du temps, enfin la politique par exemple, beaucoup plus souplement qu'on le fait maintenant. Et deuxièmement, l'intermittence doit être un moyen de se former, de changer de métier, donc il faut qu'on ait accumulé des possibilités de ça. Bon, ça veut dire aussi que l'éducation, on n'utilise absolument pas assez la capacité, enfin on n'apprend pas aux gens, enfin je sais pas, je parle devant toi, mais il y a des gens qui sont en secondaire, donc on n'utilise pas assez les possibilités numériques pour que les gens apprennent à apprendre eux-mêmes. Enfin, il faut leur apprendre à l'école à apprendre sur le net. Surfer sur le net, on n'a pas besoin de leur apprendre, il faut leur apprendre à apprendre sur le net. Il faut qu'il y ait des choses à apprendre sur le net. Et ça pour les adultes, pour commencer. C'est-à-dire que la plus grande des priorités, il y a deux priorités. Il y a un, que personne ne soit analphabète, et surtout, ensuite, c'est la formation permanente. Il faut commencer par la formation des adultes. Il faut qu'un type de 30 ans dans les banlieues ait les moyens
il y a un café Internet et les moyens de faire quelque chose, s'il le veut, sur le net. Voilà. Bah, c'est pas seulement l'école primaire. Bon. Quant à l'éducation supérieure, on n'a pas beaucoup de choix non plus. Question, une petite demande de précision, si je comprends bien, la catégorie d'inutilité d'homme inutile est liée au travail. Quel rapport entre la catégorie que tu proposes d'homme inutile et de travail productif et improductif? Oui, on a l'impression qu'il y a un petit rapport avec ça. Mais... Oui, oui. Non, mais pour moi, elle est tout à fait liée au travail, parce qu'on n'est pas... On est très loin de cette... Enfin, les sociétés dans lesquelles on vit sont très très loin de s'être arrachées à une nécessité. Donc, on est tous soumis à une nécessité. Donc. Bon. Ensuite, je n'exclus pas que un certain nombre d'hommes inutiles au sens où je définis, qui est strictement économique, soient par ailleurs fort utiles à eux-mêmes et aux autres. Hein. Mais il me semble qu'il y a quand même, avec les 30 dernières années d'évolution du système financier, de globalisation des firmes et les rapports à l'environnement inquiétants, on a une augmentation d'hommes qui sont inutiles, mais pas volontairement du tout. Mais on regarde de la valeur. Comment? On regarde de la valeur, inutile dans le processus productif. Ils sont inutiles dans le processus productif et ils sont obligés de dépendre de l'assistance des autres. Ce n'est pas forcément agréable. Parce il faut que vous mangiez, hein, donc si vous ne travaillez pas pour manger, c'est que quelqu'un vous nourrit. Vous loge, vous donne de l'argent pour vous déplacer, etc. etc. Bon, on peut avoir, le sujet peut avoir une volonté d'autonomie dans la société. Alors vous pouvez être officiellement payé pour ça. Je dis, très bien, ça c'est pas du tout... je ne fais pas de distinction d'ailleurs entre travail productif et non productif, domestique et salarié, c'est pas ça. Le travail, participer au travail social, puisqu'on est très très loin de s'être arraché à une nécessité. Il faut qu'il y en ait. Alors, bon, j'admets qu'on puisse se trouver très bien de ne pas être d'aucune façon dans ce que un marxiste appellerait le travail collectif, hein, mais dans tout à fait autre chose. Peut être un prêtre est sans doute utile, certains, aux yeux de certains. Mais là, je ne parle pas de ça, je parle d'un phénomène d'inégalité économique qui prend une forme particulière, aujourd'hui, me semble-t-il, qu'il n'avait pas, ou pas à la même échelle auparavant, et qui se caractérise par le fait de ne pas pouvoir en sortir, voilà, si vous voulez, pour faire très court. Alors, qu'est-ce que c'est que l'éthique sous-jacente? Ce n'est pas du tout une éthique égalitaire. Hein. L'éthique sous-jacente, c'est une éthique à la Amartya Sen. Il faut savoir, ce qu'on peut demander pour que la société soit considérée comme au minimum juste, c'est que chacun ait des opportunités de développer ses compétences, ses capacités, et d'avoir, ça va très loin, il dit, et d'avoir la vie qu'il a raison de vouloir avoir. J'étais interloqué de voir Gérard Lucet un peu. Mais ça va très loin, ça. Parce que d'abord, qu'est-ce que c'est que la vie qu'on a raison de vouloir avoir? Ça veut dire avoir raison de vouloir avoir cette vie-là. Mais si on interprète Sen de façon non pas radicalement communiste, parce qu'on peut avoir la vie qu'on a raison, quand c'est de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins, on est dans cette situation. Bon. Alors Sen n'est pas un utopiste communiste, donc il veut, d'une certaine manière, il signale simplement que ce qui compte, c'est ça. C'est ce qu'il appelle les libertés élémentaires, mais qui sont en fait des libertés concrètes, pas des libertés formelles. On comprend que ça. Donc ça veut dire l'accès à un certain nombre de biens, évidemment l'accès à la formation, un certain nombre de libertés politiques, etc. C'est pas, je répète, en fait, c'est un élargissement du concept de la justice sociale de Rawls, qui convient à l'économie, d'une certaine manière, comme discipline. Le concept de justice sociale de Rawls, c'est que ce qui compte, c'est que les plus pauvres, les moins favorisés, aient un panier de biens premiers minimum, qui va être défini collectivement. Après, les autres, après Dieu va. On peut considérer ça, en allant très très loin, comme une concrétisation de ce que signifie
la proposition de la Révolution française que les hommes naissent libres et égaux en droit. C'est quoi les droits? C'est le droit à, pour Rawls, un panier de biens premiers, et ça, sans conteste, est le même pour tous, minimum. Et pour Sen, c'est le droit à un ensemble de libertés élémentaires qui comprennent ce papier, ce panier, mais qui permettent en plus d'évoluer dans la société. Je ne dis pas de monter, de par exemple pouvoir choisir de survivre avec du pain, du fromage et quelques légumes dans un coin reculé de la campagne, bien connecté, et d'être un artiste qui ne vend rien, ou d'être un prédicateur. Sen ne dit pas, c'est la liberté de s'enrichir qui compte. C'est pour ça que ça ne prend pas position, toutes ces morales ne prennent pas position sur les inégalités de revenus en tant que telles. Il peut y avoir des très très riches si tout le monde a le panier de biens premiers et l'ensemble des libertés élémentaires, premières, tout va bien pour eux. En tout cas, c'est pas tout va bien, on peut avoir des préférences pour l'égalité. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils considèrent comme le minimum. C'est ce que Rawls dit, que si on rassemblait tout le monde oublie qui il est et quel est son passé. Et on demande dans quelle société voulez-vous vivre, sachant que vous ne savez pas ce que vous allez être dans cette société, le premier ou le dernier, le roi ou le mendiant. Qu'est-ce que vous décidez? Selon Rawls, vous décidez un minimum social pour tous, et puis le reste, adieu bas. 850 pages, théorie de la justice de Rawls. Je crois que je vais résumer à destination des économistes. Ensuite, il y a évidemment toute une discussion avec le courant empiriste, la philosophie tout à fait justifiée. Cette question n'est pas nouvelle, mais la conclusion qu'on peut en tirer, nous, c'est ça. Nous, économistes, c'est ça. Bon. C'est ce que je fais là. Donc c'est un ouvrage, c'est fait exprès parce que là, je cherche vraiment à ce que pourrait être un objectif minimal. Et l'objectif minimal, c'est pas de réduire les inégalités, c'est qu'il n'y ait plus d'hommes inutiles. Hein? C'est pas pareil. Donc, je suis volontairement minimaliste. Ensuite, je fais la liste des choses qu'il faudrait faire pour y arriver, et là, on voit que c'est quand même pas rien. Mais faisable. C'est quand même pas rien. En particulier, il faut que chaque grand bloc reprenne une autonomie politique, il ne faut pas avoir peur de mettre des taxes aux frontières pour telle ou telle raison, ou faire des choses plus malines et intelligentes que ça, etc. Mais donc, objectif consensuel, personne ne va dire fermez les trappes, je ne veux plus les voir, exterminez-les. Moyen pour mettre en œuvre cet objectif possible, raisonnable, et on ne le fait pas. Et ça, c'est le dernier chapitre. On ne le fait pas parce qu'il n'y a pas, face aux États, une politique hétérogène capable de les forcer à faire ce qui est tout à fait possible. En revanche, ils sont en train de se constituer dans la société des partis et des opinions de guerre civile. Donc voilà. Comme dit Natacha, j'essaie d'être froid. Je sais que c'est tout un débat aujourd'hui, mais il est vrai que autour des années 80-90, dans les politiques d'ajustement structurel, ce que tu appelles la potion du FMI a été, dans ses conséquences, d'une brutalité très grande. Il est vrai que les États n'avaient pas d'alternative par rapport à ça, mais dans la destruction d'une partie de la paysannerie, dans l'ouverture des marchés, etc., etc. Mais non, mais je suis prêt à prendre le contre-pied de cette idée parce que en fin de compte, c'est dédouaner les gouvernements et donc en fin de compte les gens localement. Bon. Le FMI, il dit, vous devez réduire les dépenses publiques et augmenter les recettes. Bon. Et voilà la liste qu'on vous suggère. Tu peux très bien décider que tu ne vas pas réduire les dépenses d'éducation, mais que tu vas simplement supprimer les dépenses d'armement. Point barre.
Aucun pays ne fait ça. Aucun. Au contraire. Ils augmentent les dépenses d'armement, la sécurité intérieure du pays. Ensuite, tu peux en réduisant les dépenses, c'est absolument connu que ces pays, surtout les États entiers, sont des pays très corrompus, etc. Donc, tu peux très bien améliorer très significativement les services publics, les mettre à la disposition d'un plus grand nombre sans augmenter les dépenses publiques. Bon. Etc., etc. Bon. Il est évident que le FMI, la position FMI, était extrêmement brutale. Sa brutalité a été amplifiée pour les gouvernements, elle est brutale pour le pays dans son ensemble. Sa brutalité a été amplifiée par le gouvernement vers les plus pauvres, vers des services publics, etc. Mais la responsabilité fondamentale dans cette affaire, c'est les gouvernements. Il y a des pays qui, n'ont pas eu recours à FMI, ont toujours refusé, et sont sortis tout seuls, comme la Malaisie. En Asie, il y a des tas de pays qui ne sont pas passés par ces fourches codines par lesquelles est passée l'Afrique, l'Amérique latine, etc. Et pourquoi? Mais parce que les gouvernements étaient à la hauteur. Si tu es là où je serais tout à fait d'accord avec toi, c'est en mettant en avant la responsabilité majeure des États nationaux et voire aussi des peuples, si tu veux, des populations. Reste la question du jugement sur cette séquence, en particulier en Afrique de l'Ouest, ce que je connais des plans d'ajustement structurel. Je voulais faire une remarque sur et te poser une question, si on a encore le temps. Oui, tu peux. C'est un peu compliqué à formuler, mais... J'ai été frappé par la tentative de perspective que j'appellerais historique, tu vois, c'est-à-dire une commune de Paris, XXe siècle, les formes du parti-État, la Révolution française, et même dans l'intervention d'Alain, une espèce de profondeur historique sur les 40, 50 dernières années, etc. La question de l'État est centrale. C'est une entrée. C'est une entrée, chacun la dispose un peu dans sa propre problématique. La mienne, c'est de dire que elle a été entièrement centrale dans la forme de la Révolution, qui se proposait de mettre fin à une forme d'État pour en établir une autre qui était meilleure, voire idéale, mais dans tous les cas meilleure, progressiste, et dans l'hypothèse social-démocrate qui était une espèce d'amélioration continuelle, etc. Donc la question de la politique s'est articulée à la question de l'État. Faire de la politique, c'était avec des appuis populaires, de groupes sociaux, divers, du reste pas toujours les mêmes. Ça pouvait être faire des propositions sur l'État et de façon à ce qu'il soit plus adéquat aux objectifs qu'on se fixe. Je pense quant à moi que la grande rupture contemporaine, c'est qu'il n'y a pas d'alternative sur l'État. Il n'y a pas d'alternative sur l'État, et je pense que c'est pour ça que, en particulier, le président tunisien s'est arrêté là où il s'est arrêté. Et ce même phénomène se voit. C'est-à-dire que l'idée, malgré tout, est venue à être rompue, l'idée d'un bon État. Et ce qui à mon avis, a des effets absolument d'ensemble, pas simplement sur la question des formes d'État, qui entre-temps se sont transformées, avec des États séparés, mais, disons, dans une autre entrée, c'est le rapport des gens à l'État. Et ça ouvre une crise extrêmement forte dans le rapport des gens à l'État,
qui est, d'une certaine façon, à la fois d'en avoir besoin et d'en connaître le caractère corrompu, ou absolument limité, ou impuissant. Alors ça a des effets, par exemple, ça a des effets sur le fait que je ne crois pas à la catégorie de guerre civile. On a eu l'occasion d'en parler. Je ne pense pas qu'il y ait des affrontements civils, qu'il y ait des choses désastreuses, criminelles, etc. C'est tout à fait sûr. Je pense que c'est plutôt quelque chose qui se dispose dans un réactif meurtrier, criminel, allant à tuer des gens ou à organiser des choses détestables, parce que par effet de conscience sur l'état de ce qu'il est, et de l'autre côté, le fait qu'il n'y a pas d'issue politique pour que l'État soit autre que ce qu'il est, donc des décisions de bande ou des décisions formellement qui peuvent rappeler des choses antérieures, mais qui, à mon avis, n'en relèvent pas du tout. La seule vraie... par contre, l'Ukraine, oui, là, il y a une situation de guerre civile, etc. Alors, là, si tu veux, la remarque que je voulais faire, c'était que cet élément des effets de conscience chez les gens, dans les populations, du fait que l'hypothèse du bon état n'a plus cours, qu'il n'y a pas d'issue sur l'État, qu'en même temps, je pense à des effets méthodologiques d'ensemble sur les questions qu'on essaye des effets méthodologiques d'ensemble sur les questions qu'on essaye de traiter, et ce que tu nous as raconté sur la question de la dette, sur la question de l'économie, etc., rentre dans ce cadre et éclaire en particulier ce qu'il en est exactement de cette question de l'économie, cette question de la dette, cette question de la monnaie, mais est-ce qu'il ne faut pas simultanément trouver, je ne dis pas dans le champ de l'économie, mais dans quelque chose qui serait le rapport des gens à ça. Par exemple, moi je me suis interrogé sur la question, le fait que les effets d'opinion, le fait que la richesse nationale, que l'augmentation régulière de la richesse nationale, enfin que les pays riches ne devenaient plus riches, en France, que la question qui était notoire, que la France était un pays, non pas en train de s'appauvrir, je ne sais pas, mais que l'idée d'une progression régulière des salaires, d'une progression régulière d'une stabilité des retraites, etc., ceci n'était plus assuré, qui est ressenti comme une crise des politiques publiques, de la part des gens, qu'est-ce que fait le gouvernement, etc. Si de ce côté-là, il ne faut pas aussi, je ne te dis pas l'économie du point des gens, mais quels ont été les paramètres économiques ou pseudo-économiques du point des gens, qui éventuellement seraient aussi des points d'appui des formes de conscience, par exemple intervenant sur les réactions des uns et des autres. En d'autres termes, alors, je peux essayer... J'ai compris l'analyse, mais pas la question finale. Si tu veux, il y a une espèce de Brodel à Marx, à la sociologie contemporaine et à l'économie contemporaine, il y a une espèce de
on pourrait penser que si on appréhende quelque chose sur les transformations de l'économie, enfin sur la crise de l'État, les transformations de l'économie, etc., on a le cadre politique. Et je pense que le facteur... Il ne faut pas te faire le contraire, alors je ne veux pas faire avec toi. Vas-y, oui, il y a longtemps que tu parles. Je voudrais comprendre la question, parce que sur l'analyse qu'il y a une crise des États, mais surtout du rapport des gens à l'État, je suis complètement, mais la question, finalement la question c'est les gens et l'économie directement. Mais par exemple, pourquoi les électeurs du Front National reprennent à leur compte les arguments, ce qui était jusqu'à présent, ils sont en train de changer du FN, sur la sortie de l'euro et sur la sortie de l'Europe, alors que la crédibilité, alors que une discussion approfondie avec eux montre quelquefois que ce point-là, ils ne sont pas du tout sûrs qu'il soit fondé. Donc là, ça fonctionne comme une issue, à mon avis, comme une issue utopique, enfin comme ça, imaginaire, au fait qu'il y a des solutions d'ordre économique sur les salaires, les retraites, les garanties sociales, et qu'il faut qu'il y en ait, et que par exemple, les arguments, il faut réduire les dépenses publiques, il faut s'ajuster, etc., sont aujourd'hui imprononçables dans leur détail, dans leur réalité, tu vois. C'est-à-dire, les termes que toi tu as prononcés sont impraticables dans le champ politique parlementaire en France, sauf tout à fait en fin de soirée, etc., etc. C'est-à-dire que les discours électoraux ne diront jamais ça. Oui, c'est quand même ça qui se passe. Mais d'abord, je pense qu'il ne faut pas idéaliser les 30 Glorieuses et l'État des 30 Glorieuses et le voir comme un État, le bon État que maintenant les gens regretteraient et qui expliquerait cette crise du rapport des gens à l'État qui est peut-être première par rapport à la crise de l'État lui-même. Bon. Tout de même, les 30 Glorieuses, c'est qui fait tirer sur des grévistes des mines de charbon, il y a longtemps que ça ne s'est pas vu quand même. C'est la guerre d'Algérie. Bon, c'est quand même des conditions de vie des pauvres dans le pays qui ne sont pas extraordinaires. Voilà. Il n'y a pas de chômage. À part le fait qu'il n'y ait pas de chômage, bon, alors c'est très intéressant de savoir pourquoi il n'y a pas de chômage. Il n'y a pas de chômage, il y a une certaine augmentation du niveau de vie, il y a pour les enfants du baby boom le sentiment comme ça d'une ascension sociale, etc. Bon. Mais c'est quand même très, très conflictuel en termes économiques. Il y a des grèves, et ces conflits économiques ont une lisibilité, qu'il s'agisse du conflit primaire dans les entreprises, entre le salaire et les profits, ou qu'il s'agisse de la médiation de ces conflits par l'État. Les deux qui est très active. Donc, de cette manière, et les partis États parlementaires, comme tu les appelles, sont les gestionnaires de cette situation, de ces conflits-là, bon, qui sont intérieurs au territoire, bon, avec des logiques économiques, en effet, très favorables, qui sont que puisque le territoire est assez fermé, en fin de compte, si on augmente les salaires, bon, d'accord, c'est un coût, ça diminue d'abord les profits, mais ensuite, comme ça augmente la demande, tout le monde tire trop. Bon. Mais quand même,
ce que je veux dire, c'est que c'est pas un monde sans conflit, sans grève, manifestation, organisation des gens, prescription de l'État qui ne fait pas ce qu'il faut, c'est pas le bon État. Et objectivement, il a quand même un certain nombre de caractéristiques qu'il n'a plus. Bon. Et puis, sinon, ensuite, ce que je peux ajouter à ce que tu décris, qui est... comme les gens ne croient plus que l'État puisse faire quelque chose pour eux, ils s'organisent en bande et ils vont cogner sur le voisin. En gros, il faut qu'il ait une victime tout de suite. D'une part, et puis d'autre part, ils ne veulent pas y croire que l'État ne peut rien faire. Parce que c'est vrai qu'il pourrait faire quelque chose. Tout ce que je vous ai dit, c'est ça. C'est vrai. Donc il y a des gens qui n'y croient pas. Et quand on leur dit que l'État ne peut rien faire pour nous, que c'est la globalisation, etc. Et donc, quand quelqu'un arrive avec un programme qui dit ben voilà ce que je veux faire, moi, et qu'on a une sympathie pour la moitié du programme qui est il y a trop d'immigrés, il faut qu'ils s'en aillent, ça laissera du travail pour les Français, et qu'il vous explique par ailleurs que pour ça, c'est mieux de sortir de l'euro, vous n'êtes pas un spécialiste de la question, vous lisez les journaux, mais vous dites non, de toute façon, ça va changer. Et eux, ils vont faire quelque chose. Moi, je crois que... Bon, mais ça, c'est pas très original, hein, c'est une analyse de sociologie politique. Le terme de guerre civile est probablement excessif, il m'a beaucoup reproché, je vais voir ce que j'en fais, mais je suis d'accord avec ça, c'est que si aujourd'hui ça prend cette forme, c'est parce que c'est pas uniquement la crise de l'État, mais c'est une crise de l'État qui est liée à des phénomènes économiques profonds qui sont, pour ce qui est des pays européens, où la question de la nature est pas, je dirais, globalement très importante, mais n'est pas localement essentielle, alors que je veux dire, la question de la nature est très importante dans le monde pauvre. Qu'il s'agisse des paysans sans terre, qu'il s'agisse de la santé dans les bidonvilles, etc. Cette incroyance dans la capacité de l'État à faire quelque chose est fondée aussi sur des mouvements profonds qui relèvent de la globalisation des firmes, de la globalisation financière, et qui font que les conflits économiques sont, je dis, errants. Voilà. Et maintenant, la notion j'ai un patron, je peux m'organiser, faire grève pour améliorer mes revenus, c'est ça qui est plus possible. C'est pas que l'État répond pas. La véritable impossibilité, plus profonde, elle est là. Elle est aujourd'hui, en fin de compte, je ne sais même plus qui m'exploite. Je suis en partie, il y a des gens qui vont m'expliquer que je suis en partie exploité parce que je suis endetté. Que la nouvelle forme d'exploitation, c'est pas le partage de la plus-value dans l'usine, c'est l'endettement. Bon, en plus, il me tombe dessus des cracks qui viennent des subprimes américains, qui font faire mon boulot. Ben donc, c'est ça que j'appelle l'errance des conflits économiques. Évidemment, ils résultent de politiques étatiques et ils ont pour effet de priver les États d'un certain nombre d'outils qui permettraient de les recentrer et de les maîtriser, comme pendant les 30 Glorieuses. Mais ceci reste absolument impossible. C'est pour ça que je disais, cela dit, il y a beaucoup à faire. Il faut une organisation économique qui redonne malgré tout du pouvoir régional à des États sur tous les flux qui sont aujourd'hui totalement libres, à savoir les capitaux et les marchandises. Bon, donc, mais c'est pas invraisemblable, impossible, infaisable, etc. Donc, tout ça pour dire qu'il y a des gens qui croient qu'il y a des solutions économiques et que l'État n'est pas définitivement corrompu. Parce qu'on peut prendre ce que tu dis comme quelque chose d'assez radical. Un grand cycle se ferme, historique, quasiment anthropologique, c'est-à-dire que l'État est apparu il y a 4000 ans, c'est plus ça. Tu vois, mais ça c'est la position anarchiste. C'est un défini de l'État.
la crise actuelle des États est la crise finale. Comme la crise actuelle des capitalismes est toujours la dernière, la crise finale. Non, ni l'un ni l'autre. Ils sont là, l'État et les capitalismes, pour un bon bout de temps. Parce que si tu dis que tu ne peux pas te priver de l'État, tu dis aussi que tu ne peux pas te priver de ce que l'État protège aujourd'hui, organise, une économie marchande. Donc, je ne sais pas s'il y a vraiment un désaccord, sauf sur le mot guerre civile, dont je conçois qu'on peut souvent le préciser, parce que c'est toujours... De même que je pense que Badiou a tout à fait tort de reprendre le mot communisme, parce que c'est un mot qui a servi. La cartouche a été tirée. Communiste, c'est Marx d'un côté, c'est un horizon de l'État, et puis communiste, c'est les partis communistes, réels, ceux qui ont existé. Voilà. Bon. Il ne faut sans doute pas utiliser guerre civile à tout bout de champ. L'idée est quand même celle-là. C'est, en effet, crise de l'État liée à des phénomènes de globalisation, mais pas du tout irréversible, la politique étatique reste de l'ordre du possible. Perte des gens, perte de confiance dans les gens, mais aussi perte de repères quand le vrai conflit, il y a la vraie conflictualité. C'est-à-dire les Grecs, à travers tout ce système, les Grecs, ils n'analysent pas ça en termes de il n'y a pas eu assez d'investissement productif, ce n'est pas un bon capitalisme. Ils analysent ça spontanément en termes de les Allemands veulent nous faire payer ces salauds. Voilà. Donc, tu vois, c'est ce que j'appelle l'errance d'un conflit. Ça se transforme en Allemands contre Grecs, entre fourmis contre cigales. Voilà. Alors c'est très marxiste, ça. Tu vois, c'est l'aliénation par rapport à la réalité des mécanismes économiques. Mais ça se traduit en affrontement civil, alors on peut ça affrontement civil. Moi, je vois les choses un peu comme ça. Mais toi, tu penses qu'il n'y a pas de possible, en fait, du point de vue de l'État. Alors, waouh, alors. Non, mais... non, je t'écoute attentivement. Sur ce registre, une précision... quand tu parlais de réindustrialisation. Ah ben, parce que c'est ça dont il s'agit. Oui. Il faut des politiques de réindustrialisation. Hein. Mais moderne. Enfin, industrie, c'est industrie et services. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut des politiques qui visent à ramener sur le territoire européen. Deux, à répartir mieux sur le territoire européen ce que j'appelle les emplois nomades. Il y a des emplois qui sont dans l'industrie-service qui exportent et qui apportent les biens nomades. Pourquoi? Parce que c'est ça qui compte. Parce que de ça dépendent des emplois que j'appelle sédentaires, qui eux ne fabriquent que des biens et des services consommés sur place. Plus il y a d'emplois nomades dans un territoire, plus ils sont compétents et riches, plus il y a une demande de biens sédentaires dans le territoire, et plus tu as une création d'emplois sédentaires. Donc la question de la localisation des emplois nomades est cruciale. C'est pour ça que le protectionnisme du Front National et du Front de gauche n'a aucun sens. Ça va faire exploser le nombre des hommes inutiles. C'est une sédentarisation forcée du territoire. Donc tu as un très petit nombre de nomades ultra riches. J'espère que pendant un certain temps, on continuera à fabriquer des Airbus et à les vendre. Et tout le reste sera l'industrie protégée, qui deviendra sédentaire, qui perdra en compétitivité. Tu auras quelques pôles de richesse et un vaste secteur dépendant de lui. Voilà ce qui va se passer. Avec un appauvrissement général si on sort de l'euro. Mais de toute façon, la sortie de l'euro, c'est juste un moyen de diminuer les salaires. Hein. C'est dont il s'agit.